Meilleurs vœux à tous, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Alors vous le savez, certains ont célébré la date du 25 décembre dédiée à la naissance de Jésus-Christ. Pour d'autres, ce n'est pas ça. Mais la semaine était mouvementée. Nous reviendrons également sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La question du dialogue continue à diviser la classe politique congolaise. Madame, Messieurs, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le président du parti politique Orange, Fiyou Dodoboni. Bonsoir. Bonsoir, madame. Un plaisir de vous retrouver dans cette émission après belle lurette. Ouais, le plaisir est partagé. Hein. Vous savez, le repli fait partie de la stratégie que l'on peut avoir en tant qu'acteur politique ou social. Donc, pour nous, nous sommes là, présents. Donc, mais il était important à un moment qu'on prenne, qu'on réfléchisse, qu'on analyse, qu'on fasse, qu'on perçoive le problème un peu de loin et qu'on lève des options quant à ça. Alors, on vous reçoit sur ce plateau avec une autre casquette, président de l'Ordre national des architectes. Évidemment, je suis présent en fonction depuis plus ou moins 5 ans. Je suis président de l'Ordre national des architectes. Et s'il y aura quelques questions, on pourra également... Mais bien sûr, vous avoir sur ce plateau, c'est un plaisir parce que Kinshasa est confronté quand même à certaines questions liées à l'architecture. Vous le savez, comme certains qui sont en train de nous suivre, que les architectes sont pointés quand même du doigt accusateurs. Vous savez, la difficulté que nous avons dans notre pays, et pourtant la loi est claire, la loi demande à ce que les institutions, le pouvoir public impliquent la corporation de l'Ordre national des architectes, comme des ingénieurs également, dans toutes les commissions qui concernent la question de l'ingénierie de l'architecture. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Alors, le problème qui est quand il s'agit de prendre des décisions, c'est les politiques qui prennent des décisions sans impliquer les experts. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui se passent dans la ville de Kinshasa. Le problème de la mobilité urbaine, les problèmes de l'assainissement, tous ces problèmes complexes que nous avons dans la ville de Kinshasa. C'est vrai, l'hôtel de ville a peut-être ses experts, mais ce n'est pas pour rien que la loi a été promulguée. Nul n'est au-dessus de la loi. Justement, la loi a été promulguée pour que ces structures qui encadrent ces différents experts soient impliqués dans les processus de la transformation de notre espace de vie. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous subissons, je n'attribue la responsabilité à personne, mais nous sommes là, mais nous regardons avec impuissance parce que les solutions, nous en avons. Ah, vous avez des solutions. Évidemment, les propositions, on peut en faire. Mais le fusque de changer, de créer le cadre de discussion, si ça ne se crée pas, on observe de loin. Alors, depuis que vous êtes là, combien de temps, combien de fois vous avez eu à prendre langue avec les autorités de Kinshasa pour discuter? Non, évidemment, nous avons, à vrai dire, la première ministre nous a déjà reçus, on a discuté, déjà dans l'organisation du congrès. Elle a fait vraiment une impulsion sérieuse là-dessus. Nous avons échangé avec le ministre de l'urbanisme, le ministre des Travaux publics, tous ces différents ministres de l'aménagement des territoires. On a déjà échangé, discuté autour de cette question. Le gouverneur de la ville, il y a eu une délégation qui a été reçue, qui a échangé avec le directeur de cabinet. Donc, ce sont des rencontres qui s'arrêtent au niveau des discussions, première rencontre et après. Pas de recommandations, pas de suivi, de recommandations. Alors, il est important aujourd'hui, en dehors de la dimension politique, parce que c'est la politique qui dirige, qu'on voie la dimension technique, c'est-à-dire la personne qui a une casquette politique, c'est vrai, mais il faudra au-delà de cette casquette mettre du moins des personnes qui ont les atouts techniques pour des solutions concrètes et pratiques. Parce que la ville telle qu'elle se développe, on peut bien réfléchir l'extension, on peut bien réfléchir sur tout, mais tant que les problèmes réels qui est nôtre dans l'endroit où nous sommes n'est pas réglé d'une manière globale, on risque d'avoir le même problème dans les nouvelles villes que nous allons construire. Mais pourquoi on ne vous associe pas si vous êtes là? Parce que vous avez suivi même le président de la République lors de son adresse à la nation. Il est revenu sur le problème de Kinshasa et ce n'était pas pour la première fois. Alors que les solutions sont là, pourquoi on ne vous associe pas? Bon, je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne à répondre, mais nous sommes disponibles. Nous avons, il y a la disponibilité qu'il y a à apporter notre expertise. On est là. Nous sommes une structure
établi, nous sommes une loi, parce que l'Ordre national des architectes est une loi, donc nous sommes à la disposition de la République. Les experts architectes sont là, on en a plus de 1500, 1500, 2000 aujourd'hui, donc on peut répondre à toutes les questions qui concernent la République. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui aujourd'hui estiment que, quels que soient les efforts qui seront fournis par les autorités du pays, Kinshasa est en voie de disparaître? Non, Kinshasa n'est pas en voie de disparaître. Kinshasa a des solutions concrètes. Il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Tous ces problèmes. Aujourd'hui, en un mois, entre 1 et 3 mois, on peut régler beaucoup de problèmes de Kinshasa. Ah bon? Je vous le dis. Lesquels, par exemple? On peut régler beaucoup de problèmes de Kinshasa et que l'on se dira... en 3 mois. Les Congolais sont en train de vous suivre. Hein? Il n'y a pas de problème. En 3 mois, on peut régler des problèmes à court terme de Kinshasa. Lesquels? Et que ces problèmes les problèmes d'abord de la mobilité urbaine, c'est-à-dire les embouteillages, on peut le régler. Ce n'est pas un problème compliqué. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de décision politique, c'est un problème de planification. C'est tout. Si on fait ces 3 choses-là, en 3 mois, on peut régler les problèmes. En 3 mois. Donc, Monsieur le Président de la République, vous n'avez plus le droit de vous plaindre parce qu'en 3 mois, on peut trouver une solution. Trouver la solution au problème des embouteillages de Kinshasa. En 3 mois, on peut commencer à sentir l'allure du changement de Kinshasa. L'allure, je dis bien de l'allure, du changement. En 3 mois seulement. En 3 mois. Je parle bien de 3 mois qui sont changer cela à l'aide d'un bâton magique. C'est possible. Il n'y a pas de bâton magique. Ça s'appelle de l'intelligence mise au service de la République et la transformation est réelle. En 3 mois. Ça, je vous l'ai dit. Alors, vous savez, quand on gère, il y a ce qu'on appelle les actions à court, à moyen et long terme. La nécessité des actions à court terme, c'est pour redonner de l'espoir à ce qu'il y ait une implication générale à bâtir à moyen et à long terme. Parce que quand vous ne réussissez pas les actions à court terme, ça crée ce qu'on appelle la démobilisation générale. Les gens ne croient plus. Quand les gens ne croient plus, ils ne s'impliquent plus pour les actions à long terme. Donc, ce qui fait qu'il y a des actions concrètes, directes, qu'il faut poser, comme des gens en mobilité urbaine dont je fais allusion, les problèmes d'assainissement, les problèmes de l'emploi, les problèmes de l'insécurité, tous ces problèmes-là peuvent... Même la sécurité. Je vous ai dit, les problèmes de sécurité dans les 3 mois. Donc, c'est possible. Question seulement que la discussion se fasse dans un cadre qui nous permette de communiquer la pensée et ce que nous avons la possibilité de faire. Alors, ça me dépasse. Je pense que même les Congolais sont en train de se poser plusieurs questions en ce moment. Nous avons une solution avec l'Ordre national des architectes. Nous avons des solutions. Les solutions sont là. Mais il faut juste passer à la vitesse supérieure. Oui, les solutions laisser la main mise aux architectes, c'est ça? Bon, évidemment... La politique peut faire son travail, mais laisser le technicien... Bon, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais je vous dis... En 3 mois, les Congolais de Kinshasa peuvent faire un ouf de soulagement aux embouteillages. Vous savez, je donne des petits exemples de la gestion des projets. Moi, j'ai été gestionnaire de projets dans une grande entreprise, responsable de projet, qui aujourd'hui, RTL, pendant une dizaine d'années, j'étais responsable là-bas, où la gestion des projets a une façon de faire. Tout ce qui se fait dans la ville de Kinshasa aujourd'hui sont de petits projets, sont des projets. Mais des petits projets. Alors, quand je dis, sont des projets. Okay. Je considère ça comme plusieurs projets. Quand je dis petit, ce n'est pas dans le sens de l'importance, c'est dans le sens que plusieurs petits projets, ça fait un grand projet pour la ville de Kinshasa. Alors, le mécanisme de gestion, de l'anticipation, de l'organisation, fait que ça peut redonner de l'espoir à la police. Je donne un petit exemple. Allez-y. Vous voulez réhabiliter Ngouma. Il faut vous poser la question, quand les gens vont se réveiller le matin, comment est-ce que ceux qui habitent tel endroit vont passer? Comment est-ce qu'ils vont arriver au centre-ville? Quand vous ne résolvez pas les problèmes en amont, avant de toucher Ngouma, ça s'appelle la préparation du projet. Okay. C'est-à-dire, vous devez prendre des dispositions. Si vous n'allez pas asphalter d'autres routes,
mais du moins, amenez ne fût-ce qu'un engin, vous ouvrez certains accès non utilisables. Mais c'est ce qui s'est passé avant, on créait toujours de voies avant de réhabiliter certains accès pour créer la fluidité, de manière à ce que quand vous allez fermer Ngouma, ça n'empêche pas la population. Vous savez combien de personnes chaque matin, quand ils descendent, ils insultent le gouvernement, ils insultent le chef de l'État, ils insultent à cause justement des problèmes d'embouteillage. Et pourtant, il y a des gens qui sont censés régler ces problèmes. Vous savez combien de personnes, il est en face d'une situation, dans sa tête tendue, au lieu de faire 30 minutes, les conséquences économiques, les conséquences sanitaires. Tu fais 4 heures du temps pour une distance de 15 minutes. Tu restes immobile pendant 4 heures du temps. L'impact sur la santé, l'impact sur le temps, l'impact sur l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc, aller-retour, pour arriver au centre-ville, tu passes toute une journée. Quelqu'un arrive à l'Afrique du Sud, quelqu'un quitte l'Afrique du Sud, il va à Dubaï. Mais toi, tu n'es même pas encore arrivé au centre-ville. C'est un problème. C'est un problème. Donc, je pense que, par la grâce de Dieu, 2026 devra être une année où l'implication des actions concrètes va être faite de manière à ce que les choses changent. La population a beaucoup d'attentes. Il faudra qu'il y ait cet engagement. La population en a presque marre, surtout avec la situation des embouteillages ici. Mais c'est possible. Ça, je dis clairement la résolution, la solution au problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. La sécurité à Kinshasa. 3 mois, on peut déjà régler. Alors, Monsieur le Président de la République, la Première ministre, le gouverneur de Kinshasa, en 3 mois, les Kinois peuvent faire un ouf de soulagement si vous approchez l'Ordre national des architectes. Alors, Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. À lui de renchérir que ce temps de célébration doit être également un moment de méditation, de réflexion profonde et des projections stratégiques en vue d'une entame heureuse, responsable et résolument tournée vers l'action de l'année 2026 qui se profile à l'horizon. Il offre à chacun l'opportunité de tirer les leçons du passé récent, de consolider les acquis et de corriger avec lucidité et courage les insuffisances constatées. Dès lors, le président de la République a invité et rappelé à chaque membre du gouvernement à procéder à une évaluation personnelle, honnête et rigoureuse de l'action menée dans son secteur au cours de l'année 2025, afin d'identifier clairement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a produit des résultats tangibles, ainsi que les ajustements nécessaires pour améliorer significativement les performances et l'impact de l'action publique au cours de l'année à venir. Il va de soi qu'une évaluation globale et approfondie de l'action gouvernementale soit également menée. À cet égard, il a engagé la Première ministre chef du gouvernement à enclencher cet exercice dans un esprit de responsabilité, d'efficacité et de redevabilité. Il a terminé ces points en souhaitant aux membres du gouvernement ainsi qu'à leurs familles une excellente année 2026 placée sous le signe de la paix durable, de la cohésion nationale, du sens élevé du devoir, du travail bien fait et du progrès partagé au bénéfice de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Chers Kinoises et Kinois, alors que nous traversons le dernier virage de l'année 2025 et à l'aube de l'année nouvelle 2026, en cette période de Noël et de festivités de fin d'année, qu'il nous soit permis, au nom des députés provinciaux de la ville de Kinshasa et au mien propre, de rendre de prime abord gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, ensuite un vibrant hommage au premier d'entre tous les Congolais, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, grand artisan de l'accord de paix signé à Washington, lequel marque un tournant décisif pour notre pays vers la paix définitive et totale, auquel j'exprime toute ma compassion et la solidarité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Kinois et Kinois, par la grâce de Dieu,
nous restons convaincus que l'année 2026 sera une année de relèvement, de consolidation de paix et de progrès pour notre capitale et l'ensemble du pays. Nos vœux s'adressent également au gouverneur de la ville de Kinshasa, à qui nous présentons tous nos encouragements pour plus d'efforts pour l'année 2026. Aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa et très chers collègues, c'est ici l'occasion pour le bureau de reconnaître l'engagement de chacun d'entre vous pour le travail acharné abattu au cours de la présente année finissante. Puisse l'année nouvelle 2026, qui pointe à l'horizon, apporter à nous tous l'unité, la concorde, la paix, l'harmonie, gage de réussite des objectifs communs pour lesquels les Kinoises et Kinois nous ont fait confiance. À tout le personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous sommes reconnaissants pour l'engagement du travail acharné fourni malgré les temps difficiles. Votre contribution a été plus qu'essentielle pour le succès de notre institution. Que 2026 soit une année de succès, de progrès et de bonheur pour tous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Je vous remercie. Chancellor busy schedule for the CAF president. Tries to get to as many games as he can. Shot is into the side netting from Jackson. 2 goals in the last game would have been a big confidence booster for Nicholas Jackson from Koulibaly. Good pressing there from Bakambu. Wins possession away. Referee says. The way he launched in, modern football, those are never allowed, As fouls that we saw yet. Draws. When they met in the World Cup qualifiers, of course, they drew in Dakar, and the Senegalese winning away. Now, Woody, of course, is one of 6 players from the Premier League club Sunderland. They're the European. Ball inside here. Wan-Bissaka lays it back. Shot from Bongonda. They scored. It's Bakambu who reacts quickest. And Senegal have conceded. It's the Congolese who lead. It's a very, very well-crafted, goal. But, goal celebrated in this modern era, you have to wait and see what the VAR says, because it looks like it's a bit onside, but I'm waiting to see. Impact player. Away is Mbaye. Chance here for Mane, surely. They have the equalizer. Defensive slip is punished by Senegal, and Sadio Mane. That's a good, you can see the substitution is always good for managers, to bring in. Alors, madame, messieurs, vous avez suivi la rencontre entre la RDC et le Sénégal dans le cadre de la CAN Coupe d'Afrique Nations 2025 au Maroc. Fiou Ndodoboni, comment est-ce que vous avez trouvé le jeu des Congolais? Bon, comme je disais, c'est une satisfaction d'abord. Le match nul. Bon, je me disais qu'il devait y avoir au moins que 2 options. Soit nous gagnons, on pouvait gagner ce match. L'ITT, la déchirure de Maswaku. On pouvait gagner ce match à 1-0. Mais match nul, c'est déjà bien. On a 4 points. L'entraîneur a bien utilisé ce joueur comme stratégie. Donc il a fait travailler l'équipe sénégalaise à la première mi-temps pour qu'à la deuxième mi-temps, on surprenne cette équipe. Et je crois que la stratégie a marché. On a fait un match nul. Donc l'équipe sénégalaise est réputée comme une équipe qui n'encaisse pas, ouais, qui a tout ça. Mais du moins, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à la RDC. La RDC lui a rendu la vie très difficile. Vous avez même vu la joie de sa star. Quand il a marqué, il a dit ouf, parce que ils avaient peur également de perdre. Donc, félicitations à nos léopards. Mais la question que plusieurs se posent, pourquoi la RDC n'arrive toujours pas à conserver un but? Vous avez vu non, ça, mais... un laps de temps qui a une égalisation. Non, écoute, quand on encaisse, l'équipe qui a encaissé se déploie pour équilibrer. C'est tout à fait normal.
la même manière, si nous, on nous avait marqué un but, on allait dire à notre équipe de pousser pour égaliser. Donc la pression est différente, vous comprenez? Donc, ça arrive de part et d'autre. Même nous, il y a des matchs où on nous a marqué. Et on surprend la dernière minute. Et puis après, on surprend, on égalise. Et c'est la réalité du football. Donc, je pense que les scores de 1-0, les prochains matchs, on est un peu... Bon, il ne faut pas négliger, mais on va jouer contre Botswana. Il n'y a pas trop d'enjeux pour Botswana parce qu'il est déjà éliminé. Mais le match qui va être compliqué, c'est le match Sénégal contre la Guinée. Parce que les deux doivent trouver la qualification. Donc nous, le match, il ne faut pas négliger parce que Botswana aussi peut se dire je dois au moins garder l'honneur en gagnant ne fût-ce qu'un match. Mais il n'y a pas trop d'enjeux pour Botswana. Mais le match de Sénégal sera un peu plus complexe. Quelles sont les chances que vous accordez aux Léopards dans cette compétition? Les experts de foot accorde la chance au Léopard. Vous comprenez? Vous savez, ce qui fait ma joie dans notre équipe, ce n'est pas la prétention. C'est cette humilité-là, se dire, petit à petit, on avance. À un moment, on se retrouve dans les carrés, on surprend. C'est ce qui s'est passé hier. On a critiqué l'entraîneur, mais les gens se sont rendus compte après ce qu'il avait à faire. Et c'est ça, justement, quand on fait une planification, on sait ce qu'on fait, on sait où est-ce qu'on va, on finit toujours par arriver au plus loin possible. Est-ce qu'on peut se dire que maintenant, la RDC a quand même une équipe? L'équipe est en train de se reconstituer. Je dirais que la RDC a une équipe quand dans 2, 3, 4 ou 5 ans, dans cette équipe-là, il y aura au moins 40-50% des locaux. C'est à ce moment-là, je dirais que la RDC a vraiment une équipe. C'est vrai, nous avons une équipe maintenant parce que tout ça sont des professionnels, hein, ils viennent de l'extérieur, mais il faudra que notre championnat interne commence, que nous ayons les joueurs ayant les niveaux des autres, de manière à ce que ça constitue un socle de 40%, 40-50%, et les autres viennent en appui. Ça sera, à ce moment-là, on se dira on a vraiment une équipe. Alors, 2025 tend déjà à sa fin, une année mouvementée pour certains partis politiques et Orange pour certains qui se disent peut-être que Orange a disparu, on n'entend plus parler de Orange. Quel bilan pour le parti Orange pour cette année? Orange, évidemment, on avait ce qu'on appelle lever une option. C'est une option on a fait un repli stratégique. Ah, même les activités sur terrain. Un repli stratégique. Même pas en contact avec vos bases. Le contact avec le base existe. Okay. Nos interfédéraux, les fédéraux fonctionnent normalement, mais il n'y a pas de grandes activités de grande ampleur qui alors que l'actualité est ennuyeuse, surtout avec la question liée à la situation sécuritaire. Non, nous, c'est un ancrage que nous sommes en train de faire. Okay. Nous faisons un ancrage sans trop de bruit. Nous avons pris position au niveau élevé du parti, c'est-à-dire par le président que je suis. Il y a eu des positions, il y a eu des propositions concrètes qui ont été faites tout au long de l'année, qui ont été un support important pour l'avancement de la situation politique du pays. Donc, on est là, on existe, on est présent, mais on n'est pas dans le bruit comme les uns pensent qu'en faisant trop de bruit, on est plus efficace, c'est pas ça. Alors Orange aujourd'hui, déjà dans combien de provinces de la RDC? On est en 19 provinces. 19 provinces déjà? 19 provinces, ouais. Il vous reste 7 provinces? 7 provinces, c'est la zone de l'Est, justement. Ah, ok. Alors, 2025 tend à sa fin. Le président de la République, lors du Conseil des ministres, a demandé au gouvernement, donc à chaque ministre, de s'auto-évaluer. Les attentes quand même de la RDC des Congolais à travers le pays avaient atteint quand même un niveau. On a eu ce gouvernement en sous-minute 2. Quelle lecture faites-vous de ce gouvernement au regard des attentes de Congolais? Bon, il est important, l'évaluation est toujours importante. Que ça soit fait, mais d'une manière générale, le gouvernement gère la question économique de la vie de la population, d'une manière globale. Donc, s'il y a à faire une évaluation, il est question d'apprécier sur base de critères ou de paramètres qui constituent l'évaluation d'une gestion économique. Alors, 3 grands critères, je peux résumer par rapport à l'ensemble de l'action. Il y a d'abord, premier critère, la production de richesse.
Deuxième critère, l'équilibre social. Et troisième critère, je mets la stabilité monétaire ou financière. Premier critère, la production des richesses. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons produit comme richesse? Qu'est-ce que la RDC a produit? Qu'est-ce que la RDC a produit? Qu'est-ce que la RDC exporte? Il est vrai, tout ce que nous avons aujourd'hui, ce ne sont que des minéraux. Ça crée un équilibre, c'est vrai, mais c'est dangereux parce qu'on ne peut pas baser toute l'économie rien que sur des mines. Et pourtant, il y a quelques années, nous étions le premier producteur dans le secteur agricole, dans ceci ou cela. Des cafés. Donc, il faudra qu'on sente cette relance, la renaissance de ces différentes activités. On dirait que ça n'arrive toujours pas. Ça n'arrive toujours pas jusque-là. Nous avons nos 80 millions de terres arables dont parle souvent le chef de l'État, qui ne sont pas encore exploités. Dans le secteur culturel, qu'est-ce qu'on a exporté? Dans le secteur sportif, qu'est-ce qu'on a produit comme richesse? Dans le secteur de l'entreprise, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on a produit? Donc, la création de la richesse reste encore un problème, bien que c'est un grand défi. C'est un grand défi à relever. Alors, deuxième secteur, c'est l'équilibre social. L'équilibre social, c'est justement la répartition entre la production, la création de la richesse avec la population. Quelle est la moyenne de vie d'un Congolais aujourd'hui? Quelle est la moyenne financière des dépenses d'un Congolais aujourd'hui? Donc, est-ce qu'on sait même c'est combien, cette moyenne? Justement, il faut faire des enquêtes et savoir. Alors, donc, la question de l'équilibre social, ça parle de l'indice de développement humain, qui est l'IDH. Ça parle de l'emploi, les taux de chômage. Alors, l'IDH, c'est l'indice qui varie entre 0 et 1. Donc, aujourd'hui, plus on tend vers 1, plus on se retrouve parmi le pays développé. Alors, l'IDH tient en compte le bien-être de la population, la question de la santé, la question de logement, la question du transport, l'accès à l'électricité, à l'eau, toutes ces choses-là. Si vous regardez cet indice de développement humain par rapport au Congo, le chef de l'État a parlé de l'accès à l'énergie. On est passé de, je crois, de 11 à 19%, mais c'est toujours minime. Mais on ne sent même pas l'impact. Hier, j'ai suivi les responsables, l'équipe de la SNEL qui est passée à la chaîne nationale pour dire qu'on garantit à toute la population qu'il y aura du courant partout. Malheureusement. Je vous dis que moi, je suis dans le quartier que je peux considérer le quartier le mieux structuré de la ville. Mais curieusement, c'est seulement cette période ici, effectivement. S'il n'y avait pas de dispositions du genre solaire ou groupe, tout ça, c'est le noir. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Mais parlant de la déclaration de la SNEL, mais là, ça reste encore vraiment une inquiétude parce que même Congo Web passe 2 semaines et 2 semaines sans électricité. Et pourtant, vous êtes à la commune de la Gombe. Bien sûr, même la RTNC. Donc, passe des semaines et des semaines sans électricité, ce qu'on ne pouvait pas voir hier. C'est un sérieux problème. Aujourd'hui, il faut de personnes qui sont comme des kamikazes pour des révolutions du changement. Alors, quand vous parlez des personnes comme des kamikazes... C'est-à-dire des personnes qui se consacrent, qui se donnent pour l'intérêt général. C'est-à-dire qui créent des innovations de révolution extraordinaires, qui posent les actes de transformation au-delà de la réalité qui existe. Vous comprenez? Il faut aujourd'hui des personnes qui prennent le risque du changement. Ah, des personnes qui prennent le risque. Le risque du changement. Mais ils vont dire qu'on n'a pas de moyens, on ne sait pas quoi faire, mais justement, quand on parle de risque du changement, c'est-à-dire tu es dans une situation où il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de système, mais tu crées un système de changement, et ce système de changement, tout le monde dira que ce n'est pas faisable. Mais dans ta conception, tu appliques une transformation qui va impressionner tout le monde, qui va impacter tout le monde, qui va rexer tout le monde, garder tout le monde dans la confiance. Et cela est possible. Vous savez, dans la Bible, on parle de l'histoire d'un David. D'un David qui s'est retrouvé avec, en face de Goliath, avec des grandes armées qui étaient là. Mais David a pris le risque. Mais quand il prenait ses risques, et le roi, et toutes ces personnes qui étaient autour de tout, ne croyaient pas en David. Mais il a pris le risque, il a renversé Goliath.
Aujourd'hui, nous avons besoin de David qui sont à mesure de prendre le Ah, mais risque. pourquoi on n'arrive pas toujours à voir ces David-là, malgré le changement Le opéré par le président de la David République plusieurs fois? existe. Il y a un reste dans ces pays qui existe, qui n'a pas encore fléchi les genoux devant Baal, qui est capable d'impacter et de faire ce travail. Le reste existe. Quand Élie s'est retrouvé abattu, il a dit, je suis fatigué, je vais abandonner tout ça. Mais Dieu lui a dit, il y a un reste. Il y a plus de 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Donc aujourd'hui, dans ce pays, il y a un reste. Il y a encore des restes. Il y a un reste, il y a des personnes Mais que qui Félix croient. Tshisekedi Il y a n'arrive de toujours pas personnes à qui dénicher, croient, à découvrir. qui croient, mais c'est le casting qu'il devra faire maintenant. Il y a de personnes qui peuvent le faire. Nous sommes là. Les castings existent, enfin, les personnes existent. Il y a encore une race de personnes qui ont cet esprit d'apporter justement les changements en prenant ce genre de risques. Alors, Pour Fio l'intérêt général. Ndoboni, vous êtes en train de dire que vous êtes là. Ce n'est pas le même discours que plusieurs n'ont cessé de tenir, mais lorsqu'ils sont là au tournant, je vais vous dire, moi, je suis architecte professionnel. Je peux décider aujourd'hui, je ne fais pas la politique. Je suis architecte. De toute façon, ce que j'ai aujourd'hui, c'est ma profession. Ma profession, je ne suis pas politicien. Ma profession, je suis architecte. Je suis architecte inscrit au tableau numéro 0076 et je suis senior principal. Je fais partie de la notoriété des architectes dans ce pays. Donc, j'ai des projets, j'ai des marchés et j'exécute et on me paye par rapport à ça. Donc aujourd'hui, le bien-être, ce n'est pas dans la politique. Le bien-être, c'est ma profession en tant qu'architecte. Je ne veux pas chercher dans la politique. Vous comprenez? C'est ça la nuance. Partez servir dans la politique. Je vais servir parce que ça révolte de voir que on vous respecte dans d'autres pays. Quand vous faites des interventions, quand vous faites des analyses, quand vous faites des propositions, c'est pris en compte et que dans votre propre pays, il y a des problèmes. Vous n'arrivez pas à intervenir, à trouver des solutions. Et c'est ce qui est révoltant. Donc aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous lever et apporter justement des solutions. Ce n'est pas pour aller chercher. Évidemment, la politique, parce que tu vas te retrouver dans un environnement, les moyens vont être là, c'est tout à fait normal, on va te payer. Mais la politique, pour nous, c'est un moyen. Ce n'est pas un objectif. Le pouvoir, pour nous, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif. J'ai besoin du pouvoir pour atteindre le résultat du changement. Je n'ai pas besoin de pouvoir pour m'enrichir. Non, vous n'êtes pas comme les autres. Non, je n'ai pas besoin de ça pour... millionnaires. On se voit, non? On se voit avec toutes ces autorités, on se voit. Est-ce qu'on nous voit dans une position de venir demander ou je ne sais pas quoi? On se voit. Alors, avant de prendre ce deuxième dossier, vous avez parlé de la stabilité monétaire. Oui, ouais. La stabilité monétaire. Il est vrai, la stabilité monétaire va dans le sens de l'inflation, d'une part, et puis va dans la dimension de la dette la gestion de la dette intérieure et extérieure. Côté inflation, le gouvernement a fait un effort d'arrêter, de baisser même le taux du dollar. Mais l'impact, mais le problème, l'impact dans le panier de la ménagère. Justement, okay. les problèmes, justement, c'est que ce n'est pas un seul aspect dont il faut tenir compte. Okay. Combien de Congolais aujourd'hui, leurs affaires ont des problèmes parce que l'État le doit. La dette intérieure. Okay. Les Congolais. Les Congolais. L'État, c'est un mauvais payeur. Ah, l'État congolais, c'est un mauvais payeur. Un mauvais payeur, je suis désolé de le dire. Mais la dette... L'État vous doit. Moi, personnellement, l'État me doit aussi beaucoup d'argent. Mais la dette intérieure de l'État pose problème. L'État exige, mais l'État ne paye pas bien. Est-ce un problème d'homme ou un problème des manques de la trésorerie? Les problèmes se situent à quel niveau? Je pense que les problèmes, c'est un problème d'organisation et les problèmes d'affectation. D'hommes aussi, problème d'hommes. C'est un problème d'hommes. Parce que quand vous faites un budget de 20 milliards, c'est-à-dire dans ces budgets, il y a une planification qui a été faite. Il y a un plan de trésorerie, il y a un plan de décaissement, il y a ces plans qui ont été faits. Il y a des paiements qui vont se faire pendant l'année prochaine, il y a d'autres qui vont se faire planifier dans telle ou telle autre période. Alors, mais quand vous faites travailler les gens investissent, prennent peut-être des crédits en banque. Prenons le cas des Jeux de la francophonie. Les gens ont travaillé, ont pris de crédit, les gens ont fait des choix. Aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Ces personnes, plus de 2 ans après,
30 ou 35 millions de dollars, ils doivent aux entrepreneurs congolais. Mais ces entrepreneurs congolais-là, pour la francophonie. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Ça, c'est la dette intérieure. Donc, aujourd'hui, pour parler de la stabilité monétaire, il faudra que cette question de l'économie gère la question de la dette intérieure. Parce que c'est comme, je te dois, par exemple, 10 000 dollars. Moi, je te dis que j'ai beaucoup d'argent, j'ai 9 000 dollars. Mais en réalité, je n'ai rien. Si je te paye ces 10 000 dollars, je n'ai plus rien. Mais alors, c'est ce qui se passe. L'État, le gouvernement a beaucoup d'argent, mais en réalité, il ne paye pas. Ça, c'est un problème. Il y a la dette intérieure, il y a aussi la dette extérieure. En fait, ici, je ne parle pas dans le sens de dire que rien ne va. Je dis dans le sens qu'il y a encore un effort à faire parce qu'il ne faudra pas qu'on puisse publier des données qui donnent l'impression que tout est rose pendant que la réalité est là, va nous rattraper. Oui, mais on nous dit que tout est rose, on applaudit, on a des communicateurs qui applaudissent. La population paye. Ouais. Donc, il y a un effort qui a été fait côté inflation, mais il doit y avoir des efforts dans d'autres secteurs. Parce que la conséquence, c'est la population qui doit gagner. Alors, on prend ce dossier, on va continuer avec ces débats. Merci. La suspension du processus d'octroi de la carte de presse, intervenue le 3 janvier 2022, sur recommandation du comité scientifique des États généraux de la communication et des médias, n'était pas une décision de circonstance. Elle répondait à une exigence politique et morale, celle de refonder le cadre de reconnaissance du journaliste congolais, de mettre fin à la confusion des rôles et de restaurer l'autorité de la profession dans l'espace public. Nous avons assumé cette suspension avec courage parce qu'il fallait rompre avec les pratiques qui fragilisent la crédibilité de la presse et exposer le métier à la banalisation, à l'instrumentalisation et parfois à la dérive. Aujourd'hui, la relance du processus d'octroi de la carte de presse à travers la mise à disposition du formulaire officiel de demande de carte marque une étape décisive. Elle symbolise une reprise maîtrisée, encadrée et responsable. Elle traduit la volonté de l'UNPC, en concertation avec les institutions de la République et les partenaires, de remettre de l'ordre, de la rigueur et de la transparence dans l'accès au statut du journaliste personnel, je voulais dire. La carte de presse n'est ni un privilège, ni un acquis automatique. Elle est un acte de reconnaissance de l'État et de la profession, mais aussi un engagement politique au sens noble du terme, celui de servir la vérité, d'informer avec responsabilité et de contribuer à la stabilisation, à la cohésion sociale et à la paix. À travers cette relance, l'UNPC affirme clairement que le journalisme ne peut être un espace de l'improvisation, de l'usurpation ou de l'irresponsabilité. La liberté de la presse est un pilier de la démocratie, certes, mais elle va de pair avec la discipline professionnelle, l'éthique et le respect des lois de la République. J'en appelle donc à la responsabilité collective de tous les acteurs, c'est-à-dire journalistes, responsables des médias, organisations professionnelles et partenaires. Cette relance doit être comprise comme un choix politique en faveur d'une presse crédible, forte et respectée, capable d'accompagner les transformations de notre pays et de défendre l'intérêt général.
L'UNPC prendra toute sa part dans ce combat pour la dignité et l'autorité de la profession journalistique. Très chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, en cette nuit de Noël, nos pensées vont avec une attention particulière vers nos populations de l'Est, vers celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, la peur, l'incertitude, et vers nos concitoyens qui endurent l'épreuve de l'occupation. Et surtout vers nos valeureuses FARDC et Ouazalendo, tombés pour défendre l'intégrité de notre territoire, à qui je rends hommage. À vous tous, nous voulons dire d'abord ceci, la nation vous porte dans son cœur. Ce soir, en regardant les enfants qui nous entourent, je vois bien plus que des sourires. Je vois l'innocence qui espère, je vois la nation de demain et je vois aussi les blessures d'aujourd'hui. Ils représentent nos 26 provinces et nous rappellent une vérité simple. Nous sommes une seule nation, une seule famille. Partageant le même avenir, le même dessein sans distinction d'origine, de langue ou de condition. Oui, ces enfants nous inspirent l'essentiel. Aucun territoire, aucun citoyen ne doit être laissé à l'écart de notre cohésion. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce moment pour rappeler que la République n'est pas seulement une question de géographie, bien plus, c'est le choix de partager une seule et même âme, le Congo. En cette nuit de paix et d'espérance, mes pensées vont aussi aux familles éprouvées, aux mères courageuses, aux enfants déplacés, aux personnes vulnérables, partout où elles se trouvent, et particulièrement là où la vie est devenue plus dure. Noël n'est pas seulement une date, c'est un temps de compassion, de partage et de présence. Parfois un geste simple, une attention, un mot, une visite, un repas peuvent réchauffer un cœur et redonner de la force. Mes très chers compatriotes, l'année a été difficile, c'est vrai, mais nous avons tenu bon. Le Congo est resté debout. Noël est une fête de valeurs. La famille, la paix, l'amour du prochain, la dignité humaine, l'espérance. Et ce soir, célébrer Noël ne veut pas dire oublier l'épreuve. C'est au contraire affirmer que l'épreuve ne nous volera pas ce que nous sommes. Célébrer malgré tout, c'est dire au monde, et d'abord à nous-mêmes, que notre peuple est éprouvé, mais jamais résigné. En fait, en tant qu'avocat conseil de M. Camizelo, bon, pour moi, c'est quand même une satisfaction. C'est la réponse à notre demande, puisque, entre autres, nous avons sollicité qu'on les localise. Et maintenant, nous l'avons localisé. Puisque 3 semaines après, on l'a localisé. Il vient d'un service CNC, Conseil national cyberdéfense. Il a été transféré au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le dossier est maintenant entre les mains du magistrat, mais l'instruction n'a pas encore commencé. Il est au cachot. Je crois que demain, nous allons devoir passer pour comprendre tout le méandre de la procédure. Mais pour nous, déjà, c'est un bon signe. Mais ce n'est pas une faveur. Hein, c'est un droit de quelqu'un qui a été enlevé d'être présenté devant les magistrats, devant les juges naturels, pour qu'ils soient entendus. Malgré que son retard n'est pas trop tard, mieux vaut tard que jamais, nous y sommes. Son épouse, je l'ai vu, l'apparence, il est en forme, il a le moral haut, puisqu'il ne se reproche de rien, en réalité. Mais il a échangé avec son épouse. Son épouse m'a fait savoir que son moral est haut, preuve que ça transpire l'innocence. Ça démontre qu'il ne se reproche de rien. Et je crois, on ne peut pas préjuger de ce que l'instruction judiciaire va nous donner comme fait, mais c'est un innocent. Je crois qu'il sera libéré et c'est le souhait de tout le monde.
stratégie la RDC peut mettre en place aujourd'hui pour résoudre ce problème de la dette intérieure et de la dette extérieure? Parce que le peuple congolais paye le prix, le paisible citoyen. On a aujourd'hui le ministre de budget, le ministre de finances, le ministre, tous ce sont les éminents, même le vice-ministre de budget, ce sont des éminents, des personnalités qui maîtrisent la question financière. Ils ont la compétence par rapport à leurs responsabilités. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Alors aujourd'hui, moi je ne suis pas financier, je suis un architecte. Évidemment, dans ma profession d'architecte, j'ai acquis des connaissances supplémentaires pour que ça m'aide à mieux percevoir, parce que je gère quand même les cash dans les cadres de mon travail. Donc, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent planifier le paiement d'une manière objective dans 2, 3 ans et rassurer. Sinon, ce sont les entreprises congolaises qui meurent. Ah, mais on est en train de voir plusieurs entreprises congolaises disparaître. Aujourd'hui, quand nous sommes en RDC, on dit que la France est en RDC. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Total, vous voyez Bolloré. Oui. Mais aujourd'hui, on doit commencer à dire que la RDC est dans tel ou tel autre pays. On doit voir la RDC au travers des entreprises qui viennent de la RDC. Mais si les initiatives congolaises sont détruites, on ne le paye pas. Un expatrié qui fait son travail, on le paye rapidement. Mais les Congolais qui font son travail, on ne le paye pas. Pourquoi les expatriés sont privilégiés au détriment de Congolais, alors qu'à l'extérieur, les Congolais ne sont pas privilégiés? Donc, ce sont de réalités que nous vivons sur terrain et ça exige, ça demande une vraie révolution là-dessus. Alors que le président de la République avait promis de faire des millionnaires. Et pour faire ce millionnaire-là, il faut régler la question de la dette intérieure. Il y a beaucoup de Congolais qui ont même perdu de vue, qui ont eu des problèmes de santé, qui ont fait des crises d'AVC, qui ont ceci, cela, à cause de cette question de la dette intérieure. Tu travailles des bons cœurs pour ton pays, mais le paiement ne vient pas. Alors, et pour obtenir de fois ce paiement, il y a des conditions, des contraintes compliquées et ça rend la vie invivable. Alors la question demeure, pourquoi les expatriés sont mieux traités que les Congolais? Bon, peut-être ces expatriés sont accompagnés par leur pays, ou leurs ambassades, ou je ne sais pas quoi. Quand il a des problèmes, il s'adresse à son ambassade. Je ne sais pas, l'ambassade fait pression, peut-être, je ne sais pas. Mais du moins, la réalité, c'est que deux fois... Alors que la réalité montre aussi que les Congolais qui travaillent chez les expatriés sont très mal payés. Le ministère du Travail doit faire son travail là-dessus. Avec les inspecteurs du travail, effectivement, la considération et la prise en charge est vraiment médiocre. Et on regarde même, la loi interdit aux expatriés de faire des petits commerces, mais ils sont nombreux en train d'exercer. Nous avons salué une décision, j'ai suivi dernièrement une décision du gouvernement interdisant, relançant cette question justement de commerce, que le petit commerce est réservé aux nationaux. C'est très important parce que c'est ces petits commerces qui créent petit à petit la classe moyenne. Hein, parce qu'il faudra que les expatriés restent dans les grosses œuvres et que les détails, le second œuvre, ça je suis dans les secteurs, dans mon domaine, mais ça reste au niveau des nationaux de manière à ce que ça crée un équilibre. Discours quand même. Hein. Ouais, maintenant il faut un effort parce que dans les concrets, quand vous allez par exemple dans le magasin que les expatriés qui ont pris le risque de venir quand même investir chez nous, ces expatriés-là, vous allez voir, les mêmes produits, en gros, ils mettent en détail. Donc, ce qui fait que la maman qui va à côté n'aura pas de clients. N'aura pas de clients parce qu'il sera toujours plus cher que parce que lui, c'est les gros-là qu'il a divisé en détail. Vous voyez, donc c'est ça, ça casse carrément l'économie, le commerce de Congolais, ça ne marche pas. Alors, vous avez suivi l'adresse du président de la République en marge de la célébration de la date du 25 décembre et pour l'année 2026, le président est revenu sur la cohésion nationale. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli le discours du couple présidentiel? Bon, la cohésion nationale, c'est une question cruciale, indispensable pour notre pays. Il y a une année, il y a 2 ans, je fais quelques messages rappelant
la question de la cohésion nationale. Et à cet effet, j'ai pris une initiative. Je suis allé, j'ai rencontré le président de l'ECD, Martin Fayulu, j'ai rencontré l'église du Christ au Congo, j'ai rencontré l'église la Senko, et on a échangé justement pour leur dire qu'il était temps qu'on puisse réfléchir sur la cohésion nationale. J'ai eu l'accord du président de l'ECD, le président de la MOUCA, Martin Fayulu, quant à ce, et il a fait aussi son discours pour cette ouverture politique. Et nous avons fait ce travail parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être forts face à l'ennemi si nous ne réglons pas la question de la cohésion nationale. La cohésion nationale est indispensable. En dehors de l'armée que nous devons mettre au premier plan, la cohésion nationale reste une réalité sociale obligatoire. Il faudra sceller cette cohésion. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, on ne vit pas toujours cette cohésion? La cohésion nationale, pour qu'elle soit matérialisée, a besoin d'initiatives. Des initiatives d'échange, de discussion. Parce que la cohésion, toi, tu as une pensée de telle manière, moi, j'ai une pensée de telle autre manière, mais pour qu'on harmonise nos pensées, nous devons parler. Et quand je viens parler, je n'ai pas la prétention que j'ai absolument raison. Parce que quand je me ferai comprendre, je comprendrai effectivement que ma manière de réfléchir était contraire parce que je n'avais pas telle ou telle autre donnée. Lui en avait, donc on harmonie. C'est cette harmonisation-là qui crée la cohésion. Donc c'est là que je dis, le dialogue est un élément, des éléments indispensables pour arriver à bâtir la cohésion nationale. Et c'est comme ça que je salue personnellement cette pensée-là du chef de l'État en disant, appelant la cohésion nationale, mais ça devra aller un peu plus pour que c'est le chef de l'État qui est le garant de l'unité nationale. Alors le chef de l'État, garant de l'intégrité territoriale. C'est lui, je veux dire en langage de affaires, le patron justement de l'unité de notre nation. Vous comprenez? Donc les initiatives, au-delà maintenant de cette volonté de la cohésion nationale, qui lui plaise de prendre des initiatives qui vont dans le sens d'inviter les uns et les autres. J'ai vu, il avait reçu le président de l'ECD, Martin Fayulu, ils ont échangé, le chef de l'État est toujours ouvert, c'est toujours bien ouvert, mais il faudra que ça aille beaucoup plus loin pour que les discussions en interne se fassent, pour que nous formions ces blocs-là qui sera fort face à l'ennemi. Alors, vous avez dit le président Félix Tshisekedi, c'est lui les garants, il doit prendre des initiatives. On l'a quand même vu, Félix avait tendu la main à tout le monde pour dire qu'on est agressé dans la partie Est. Nous devons être unis. Il a même initié des consultations, tout le monde n'est pas venu. Et là, Félix revient encore avec un discours pour demander la cohésion nationale dans un contexte où l'opposition l'accuse de se comporter en dictateur et pousser certains à l'exil. L'ancien président Joseph Kabila, aujourd'hui condamné en RDC. Dans un tel environnement, Fiyundo Doboni, comment avoir cette cohésion nationale? La cohésion nationale est possible. Vous savez, nous avons fait l'opposition, nous avons fait. Moi, j'ai été invité par le feu Étienne Tshisekedi, de Limité. J'étais invité à la conférence de Genval. J'étais membre de Comstrat, la commission stratégique à l'époque de la dynamique de l'opposition. Nous avons fait l'opposition. Et de retour de Genval, j'ai été membre du conseil de sages à Limité, 10e rue, avec le président Étienne Tshisekedi. Je siégeais avec lui comme ça dans le conseil de sages du rassemblement, où il y avait la dynamique de l'opposition, il y avait l'UDPS, la dynamique de l'opposition, G7 avec d'autres plateformes qui étaient autour justement du feu Étienne Tshisekedi. J'ai été là. Nous avons fait de l'opposition. Nous avons été dans les réunions les plus stratégiques pour faire la mobilisation pour le départ du président Kabila. Nous étions là. De marche, tout ça. Nous avons fait ce travail-là. Nous connaissons ce qui se passe dans l'opposition. Nous savons également les exigences de l'opposition. Okay. Toutes ces questions peuvent trouver des résolutions dans les politiques. Okay. Quand nous sommes allés au dialogue au Saint-Sylvestre, n'est-ce pas que nous avons fait des exigences pour demander certaines personnes qui étaient en prison qu'on les libère? Nous avons fait ces exigences. Nous avons fait les exigences pour manière politique. On avait gardé, scellé Fadenhaus. Nous avons mis cela dans notre déclaration pour qu'on puisse régler cette question.
Nous avons exigé la libération de certaines personnes qui étaient en prison des droits de l'homme, comment ils s'appellent, Ngoï, tout ça. On a exigé la sortie de toutes ces personnes dans nos déclarations. Le président Kabila, honoraire à l'époque, s'est senti obligé, s'est plié pour que ces personnes sortent. Et il y a eu dialogue. La cohésion, le dialogue a un prix. Le prix, il faut être prêt à le payer. La cohésion nationale a un prix. Il y a des acteurs majeurs de cette cohésion, il faut les faire intégrer. Alors, quels sont ces acteurs majeurs? Les acteurs majeurs sont là. L'ancien président de la République, Kabila, c'est un acteur majeur. Un condamné aujourd'hui. Ça peut trouver une solution d'une manière politique. C'est un acteur majeur. Solution, c'est-à-dire ça peut trouver une solution de manière politique. C'est un acteur majeur. Il a géré le pays pendant 18 ans. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il est dans les archives, dans l'histoire de l'ère. Qu'on l'aime ou l'on l'aime pas. Nous cherchons ici le problème de l'unité nationale, de la force du Congo, d'un décollage pour l'intérêt général. Qu'on l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'ai combattu Kabila. Je marchais contre Kabila. J'ai été sollicité dans le gouvernement Tchibala. Olengankoy est en vie. Appelez-le, posez la question. Et vous avez refusé. J'ai refusé. Parce que vous étiez attaché à vos valeurs. J'étais attaché à mes valeurs à l'imiter. J'ai été invité dans le gouvernement Badi Banga. Notre modérateur Mayombe, il est en vie. Appelez-le, posez-lui la question. J'ai été invité dans tous ces gouvernements. Je ne suis pas allé. J'ai refusé au nom de valeurs que nous défendions à l'époque. Que ces valeurs qui sont encore aujourd'hui. Que les gens ne s'imaginent pas que nous faisons nos positions, nous avons, c'est pour plaire à X, Y ou Z. C'est une question qui concerne le pays. Qu'on aime ou on n'aime pas, on doit regarder l'intérêt du pays. À quel niveau le pays doit gagner. Aujourd'hui, le président Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Est-ce que nous savons, nous sommes informés de tout ce qu'il a fait pendant les 18 ans? Lui, il doit rester dans les archives de la République. Il doit rester dans les archives. Pourquoi est-ce que les États-Unis gardent toujours leurs anciens présidents? Ce sont les archives de la République. Nous devons régler ça. C'est un acteur majeur. Kabila, pour certains, c'est le diable en personne. Il ne faut pas suivre le discours. Il faut faire les analyses stratégiques et anticiper les choses, projeter les choses pour l'avenir. C'est un acteur majeur dans le pays. Il doit être disponible pour le pays. La Mouka, toutes ces personnes-là qui ont pris des armes, ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs. C'est vrai que ça révolte de foi de voir que tous ceux qui sont, la majorité des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont pris des armes. C'est comme pour dire qu'il faut prendre les armes pour être récompensé. Oui, c'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Et c'est ça qui révolte de foi. Et nous, ceux qui sont restés à Kinshasa ici, qui travaillent dans le respect de la Constitution, et ces personnes, on les minimise, on ne les regarde pas. Nous resterons à jamais attachés à nos valeurs. Et nous croyons que le succès viendra dans la gestion de nos valeurs. Et nous irons jusqu'au bout comme ça. Mais il ne faudra pas que cette perception de l'homme politique aille dans le sens de donner l'impression aux privilégiés, toutes ces personnes qui prennent les armes, qui tuent les Congolais. Ça, nous disons non. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier. À tous les acteurs sociaux et politiques, choisissez la paix, cessez de faire la guerre, fêtez la nativité de Jésus, c'est croire que les ténèbres de la violence, les ténèbres de l'injustice n'ont pas le dernier mot. Célébrez Noël. Sans cette conversion en faveur de la paix et de la justice, serait en trahir le sens. Cette alliance pour la paix suppose une solidarité active fondée sur la justice, le dialogue et la vérité. Elle récuse tout discours de division ou d'exclusion en œuvrant pour une société où chacun et chacune a sa place. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Noël
aux nombreux enfants de notre pays privés d'éducation sérieuse, victimes des conflits, exposés à la misère et à l'exploitation. Quelle espérance leur offrons-nous, nous qui célébrons cette nuit la naissance, la venue dans notre monde du Fils de Dieu. Accueillir l'enfant de Dieu, l'enfant de Bethléem, c'est protéger chaque enfant. C'est garantir son droit à la vie, à l'éducation, à la sécurité et à l'amour, au lieu de le déclarer sorcier. Chers compatriotes, l'année 2025 a été une année très difficile. Une année de douleurs, de sacrifices et d'épreuves. Beaucoup de familles ont été confrontées à la pauvreté, au chômage, à l'insécurité, à la vie chère et à l'incertitude du lendemain. Ces réalités ont parfois ébranlé votre patience, votre dignité et même votre espoir. Et pourtant, vous êtes restés debout, dignes et forts. Dans les provinces comme dans la capitale, Kinshasa, chaque jour vous luttez, vous vous battez avec courage et détermination. Et vous continuez à croire à un avenir meilleur pour vos enfants et pour vos familles. Votre résilience est la clé d'un avenir meilleur pour notre nation. À l'aube de 2026, la société civile de la diaspora congolaise souhaite que cette année apporte stabilité sociale, opportunité et dignité où que vous soyez. À nos compatriotes déplacés de guerre et à ceux qui sont soumis aux violences des rebelles du M23, AFC et de l'armée rwandaise sur le territoire occupé, nous adressons nos vœux le plus sincères pour 2026 en espérant qu'elle leur apporte sécurité, dignité et espoir. L'unité nationale est notre force première pour construire ensemble un pays plus beau qu'avant. Bonne heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Fio Doudoboni, vous n'avez cessé d'insister sur cette cohésion. Alors, qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Parce qu'aujourd'hui, visiblement, certains estiment que Félix est décidé d'aller dans le sens de ce qu'ils considèrent certains comme une dictature. Ce qui est vrai, le chef de l'État n'est pas un dictateur. Okay. C'est parmi les hommes les plus ouverts que personnellement je connais. Il est ouvert, mais quand il lève une option, il reste attaché sur l'option qu'il a levée. Évidemment, il a sa personnalité dans cette dimension. C'est tout à fait normal en tant que chef, quand on dit, on reste aligné à ses convictions, à ses décisions. Le chef de l'État a la possibilité d'ouvrir ce qu'on appelle la consultation ouverte ou discrète. Encore? Ça ne se termine jamais, ces histoires-là. Les consultations, pourquoi je parle ouverte ou discrète? La consultation discrète, c'est-à-dire mettre une personne qui est crédible face à tous ces acteurs politiques, qui se voit d'abord avec les différents acteurs politiques, qui rassure ces acteurs politiques et qui lui présente à ces acteurs politiques ses intentions positives pour l'intérêt national. Après cette consultation secrète, qui va se faire avec tous les différents acteurs, mais avec un mandat que lui va accorder à la personne. Je parle bien d'une personne crédible. Il y a des personnes qui ne sont pas crédibles, qui aujourd'hui, devant le président, par exemple Fayoulou, les docteurs Mukwege ou tous ces gens, il ne va pas donner crédit. Je parle bien d'une personne crédible. Ouais. Alors, après cette consultation discrète, le chef de l'État fait une évaluation personnelle. Le retombé qu'il aura de cette consultation, parce que les autres ont aussi des propositions. Peut-être une meilleure proposition viendra des autres. Mais le chef, c'est ce que le maréchal Mobutu a fait, non?
Il avait fait une consultation, mais lui c'était populaire, il a fait une consultation populaire, il a réfléchi, mais à la fin il a dit, après avoir mûrement réfléchi, il a décidé. Mais la décision là, mais en réalité il avait senti la pression populaire. Mais il a levé une option d'ouvrir le multipartisme. Mais qui était aujourd'hui, mais c'est son œuvre, parce que, mais il avait pris l'initiative après avoir écouté tout le monde. Je pense que on est grand, on est fort quand on accepte de perdre en vue de gagner. Mais la Bible même nous dit, c'est lui qui acceptera de perdre sa vie pour moi, la gardera. Mais c'est lui qui la gardera contre ou je sais pas, mais la perdra après. Donc, c'est pour dire que cette initiative, c'est une proposition concrète que je fais qui peut aider à ce que donc aujourd'hui, vous demandez à Félix Tshisekedi de se rapprocher de Joseph Kabila, de Martin Fayulu, d'écouter aussi Jean-Marc Kabounda, d'écouter Moïse Katumbi, Franck Djongo, Corneille Nangaa, toutes ces personnes. Je demande, pas à Félix Tshisekedi, mais au chef de l'État. Au chef de l'État. Okay. Félix Antoine Tshisekedi, je lui demande, parce que vous utilisez vos mots, de prendre cette initiative. Peut-être il le fait déjà. Hein. Il le fait peut-être déjà. Parce que peut-être il le fait, je ne suis pas informé, mais une consultation discrète. La liste, les noms que vous avez cités là, ce n'est pas mauvais. Tant que la personne est congolaise. Donc là, vous... Tant que la personne est congolaise. Vous savez, il est indispensable aujourd'hui de clôturer la question définitivement de la guerre de l'Est. Parce que si nous ne clôturons pas cette guerre aujourd'hui, nos enfants auront des problèmes à achever cette guerre. Parce que la guerre de l'Est n'est plus une guerre normale. Elle est devenue une guerre générationnelle. Ça fait 30 ans qu'on est sous la guerre. Les enfants sont nés, grandissent. C'est toute une génération qui est passée. Nous, au moins, nous sommes de la génération où on a vu la guerre commencer. Nos enfants à nous, qui peut-être ne regardent même pas le chaîne locale, qui suivent le chaîne, je ne sais pas d'où, mais qu'est-ce que... Nous, au moins, si aujourd'hui, Bukavu a un problème, Goma a un problème, nous souffrons. Mais est-ce que c'est la même chose avec nos enfants? Ils ont le même attachement. C'est un problème. Il faut qu'on règle ces problèmes définitivement aujourd'hui. Et que dans ces problèmes, on lève des options à court, moyen, long terme. Parce que le problème de l'organisation du développement dans cette zone, quand je parle de l'organisation, je vois les secteurs de l'éducation, de la sécurité, tous ces problèmes-là doivent être intégrés de manière à ce que d'une manière globale, la question de l'Est trouve solution. Si nous ne faisons pas ça, nos enfants vont se battre d'une situation qu'ils ne comprendront pas. Alors donc, là, vous soutenez la démarche SCC Senko Siné. La démarche SCC Senko, c'est une démarche, le chef de l'État a donné un avis là-dessus. Je suis d'accord pour le dialogue, pour la cohésion. Mais comment faire ce dialogue? Je ne veux pas aussi avoir une position contraire à celle d'une position officielle du chef de l'État. Mais du moins, le principe du dialogue, moi je suis de cet avis. Le principe de dialogue. Mais on peut voir de quelle manière. Moi j'ai des propositions concrètes, je ne peux pas dire ici, parce que je le fais sortir ici. J'ai échangé ces propositions avec le président Martin Fayulu dernièrement. Ce ne sera pas le partage des gâteaux. Ce n'est pas une question de gâteau. Chacun pour l'intérêt national est prêt à se donner pour donc, vous êtes en train général. Se préparer un bon matin, recevoir à Kinshasa ou voir Corneille Nangaa. Quel est le choix? Quel est le choix vous faites de trouver, je sais que ça ne se fera pas, le chef de l'État organise l'armée, mobilise l'armée pour que cette rébellion s'arrête là. Mais prenons les cas extrêmes, parce qu'ils disent qu'ils vont arriver à Kinshasa. Quel est le choix que vous faites? Que ces groupes-là arrivent à Kinshasa, prennent le pouvoir à Kinshasa, impose, ça nous fasse reculer 30 ans, 40 ans en arrière. Mais rassurez-vous, s'ils prennent le pouvoir à Kinshasa, ils ne vont pas lâcher maintenant. Ils vont s'imposer comme dictateurs, le vrai dictateur. Ils ne lâcheront pas le pouvoir. Et pourtant, nous sommes parmi les rares pays d'Afrique centrale aujourd'hui qui avons quand même fait preuve de la démocratie avec les élections. Nous sommes au 3e cycle électoral, nous allons entrer au 4e cycle électoral.
Nous sommes parmi les rares pays d'Afrique centrale. Au Rwanda, Congo, Brazzaville, les autres, il n'y a presque pas de démocratie là-bas. Mais nous sommes parmi les rares pays où tout le monde parle, crie, insulte, critique, on ne fait pas du mal. Vous comprenez? Donc, vous voulez que nous rentrions... Il y a quand même des arrestations, surtout des proches. Chacun doit contrôler ce qu'il est en train de dire. Nous sommes des adultes, les juristes sont là. Il y a des déclarations à l'époque de président honoraire Kabila. Avant de passer à la télévision, j'avais une séance de travail avec mon équipe de juristes. On faisait un débat et tout mot qui avait tendance d'être attribué à une infraction, on me disait toujours, au lieu de dire ça, dis ça. Parce que il faut faire attention. Tu peux croire faire plaisir à la population, les gens t'acclament, la célébrité, tout ça, mais ce que tu déclares, tu dis, c'est une infraction. Il faut faire attention. Et là, les gens ne comprennent pas. Donc, il faut faire une différence dans la démocratie, mais il ne faut pas tomber dans la diffamation. La diffamation. Le chef de l'État est une institution établie. Tu ne peux pas... Moi, quand je parlais à l'époque de Kabila, je ne disais jamais M. Kabila. Je disais le président Kabila. Je prends les avis contraires, j'attaque ses positions, mais je respecte l'institution président de la République. C'est comme ça. C'est comme ça que ça devait être. On ne doit pas appeler le chef de l'État M. Tshisekedi. Ce n'est pas ton ami, c'est une institution. Ça n'a rien à voir avec l'opposition, ça n'a rien à voir avec je ne sais pas quoi, c'est seulement le respect de texte, le respect mutuel, on doit être vis-à-vis des autres. Et c'est comme ça que le pays doit avancer. Nous devons apprendre à nos enfants des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qu'ils voient au travers de ce que nous faisons. Donc, je disais, il est important que nous soyons à mesure de payer ce prix aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas, pour l'intérêt général, c'est comme ça même. Dieu lui-même, Dieu, voyons la situation de l'homme sur la terre, nous sommes à Noël, incapables de trouver une solution pour le salut de l'humanité. Dieu lui-même a pris la décision de descendre sur la terre. Il a accepté de mourir à la croix. Il est mort à la croix, pas n'importe quelle mort dont la Bible nous parle. Et les jours-là, humainement parlant, il avait mal, il a pleuré, il souffrait quand on a percé sur lui quelque chose sous ses côtes. Il a eu mal. Mais il a fait pourquoi? Parce qu'il avait l'amour pour l'humanité. Il a accepté de mourir, mais sa mort, aujourd'hui, qui était au départ une joie du diable, disant que j'ai réussi à tuer Dieu, mais 3 jours après, quand Christ est ressuscité, c'est la victoire, c'est ça la victoire de la Pâque. Donc, accepter de s'humilier, payer le prix pour l'intérêt général, te ramène dans la direction de la victoire, du succès. Et ça, tu restes une personne légendaire, mise à côté de génération en génération. C'est les messages que vous envoyez au président de la République. Hein. En tout cas, j'invite, d'abord à lui, joyeux Noël, au président de la République, et c'est le message à lui ainsi à tous les acteurs politiques. Alors, aujourd'hui, certaines personnes estiment que pour régler la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, au-delà du processus de Doha, les accords qui ont été signés RDC-Rwanda, la RDC a besoin d'une autre république. Quand on parle d'une autre république, c'est le changement de la Constitution. Parce que pour qu'il y ait la 4e république, il faut qu'on change la Constitution. Il est vrai, il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées, modifiées, mais ce n'est pas le moment, à mon humble avis. Ce n'est pas le moment parce que il ne faut pas justifier certaines actions négatives par certaines autres actions. Au stade actuel, il faut qu'on consolide notre unité nationale. Si cette question devrait être traitée ou matérialisée, ça doit être fait dans le cadre d'une option générale levée dans le cadre de cette cohésion. C'est-à-dire, toutes les tendances, tout le monde donne un avis, on lève une option, et c'est cette option qui va faire assez qu'on atterrisse. Sinon, nous allons régler un problème et nous allons commencer un autre avec une autre déchirure. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, nous avons aujourd'hui l'obligation de léguer aux générations futures un Congo uni, un Congo fort, un Congo souverain, où aucun centimètre carré de notre territoire est cédé à l'étranger, comme nous avait légué le père de l'indépendance. Ça, c'est notre devoir, c'est notre obligation. Tout le reste, je crois que je ne pense pas que ça soit prioritaire. Alors, avant de prendre ces derniers dossiers, quelle est la position du parti Orange face au processus des Doha, où nous avons appris que la RDC
se retirer. Nous avons les accords qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda, mais sur terrain, les affrontements, les combats continuent. Non, je pense que par rapport à Doha, c'est une affaire de personnalité en fait. Donc, il y avait un accord de principe qui a été signé. La RDC fait un effort de respecter cet accord de principe. En principe, dans les conditions normales, excusez-moi, la RDC ne pouvait pas signer un accord avec un groupe enfin, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mais déjà, cet acte d'aller signer, ça montre que les soucis de la paix, c'est comme tu as ton enfant, tu dis, j'accepte cette humiliation quand même pour le faire. Maître Jean-Marie Kabengela avait même dit que ce document, ça ne pèse même pas la RDC. Oui. Il n'aurait pas dû le faire. Bon, la RDC a fait ce pas, mais il fait ce pas face à une réaction des personnes qui ne respectent pas, qui continuent leur conquête. Ça sert à quoi? Donc ici, c'est une affaire des personnalités, d'honneur que la RDC. Non, je me suis déjà accepté de m'humilier jusqu'à ce point, je ne peux pas continuer. Donc je me retire. Je pense que c'est une réflexion normale et dans la suite, nous saluons la réaction des forces armées qui ont donné des bonnes nouvelles où il y a des avancées. Parce qu'il faut dans la certaines suite, localités sont même récupérées. oui, Hein. il y a c'est quoi dans la suite? Il faut maintenant, sur le plan militaire, toutes ces forces se rendent compte qu'on ne peut pas blaguer avec la République. L'armée républicaine est là et défend correctement le territoire. Les accords signés en présence de Donald Trump, mais on ne voit pas la bonne volonté. Non, les accords signés, il ne faut pas être trop pressé. Les accords signés, d'abord, c'est un pas. C'est un grand pas. Il ne faut pas être trop pressé. Mais dire quoi? Je donne un exemple. Tu sais, quand quelqu'un, tu consultes tes avocats, ils analysent un dossier personnel que tu as, les avocats démontrent que le droit est de ton côté. Tu vas aller en justice, n'est-ce pas? Mais quand tu vas en justice, tu es rassuré, convaincu, parce que le droit est de ton côté. Les accords de Washington, c'est comme si vous allez dans une rencontre où tout le monde dit que le droit est du côté de la RDC. Parce qu'on reconnaît dans ces accords la souveraineté de la RDC, son intégrité territoriale, et on empêche qui que ce soit à toucher les territoires de qui que ce soit. C'est vrai, il y a quelques éléments de la précarité qui réduisent un peu les choses, mais le plus important, et c'est là, dans la négociation, il faut savoir là où on peut se faire des concessions et là où on ne doit pas bouger. La RDC a conservé l'essentiel, qui est la question de sa souveraineté. Mais les autres, sur la question d'ouverture économique, tout ça et autres, tout ça, ce sont les aspects. Maintenant, nous allons travailler pour tirer au maximum possible de notre côté. Moi, je pense que cet accord est positif pour la République parce que nous avons tiré les droits de notre côté. Le reste, nous irons, comme l'exemple que je donnais, on peut aller au procès, mais on est rassuré que les droits seront de notre côté. Alors, madame, messieurs, prenons ce dernier dossier. Nous allons continuer avec la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Soda azalaka na batata mibale te. Soda azalaka na tata adoptif te. Biso basoda tata obele moko. Kombo na ye Antoine Félix Tshisekedi. Oyo tosengeli kotosa maso. Akopesa biso lokola mitindo. Moko na biso te. Akoki kozala traître kati na biso. Moko na biso te. Akoki kozala membre ya parti politique songolo. Parti politique na biso drapeau national. Mama na biso République démocratique du Congo. Papa na biso Félix Tshisekedi. Pona yango 2025 Nzamba sali que tokoma lelo commandant région Nabino
À Tamboli, ma frontière Nyonso, il y a 22e région militaire. À Taliba Soda, à Taliba frontière, à Tali population. À Lobi, Gongayangoyo, commandant région, Apesa Longonia, na Mapinga, na police nationale, il y a 22e région militaire. Na félicité Bino, parce que 2025, na frontière Nyonso, il y a 22e région militaire. Kimia Ezali. Bobateli Mabele, Bobateli Mabele, Bobateli population, Bo sécuriser Bango Banso, Kimia Ezala na biso Banso. Na Kombo, il y a commandant suprême. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la délivrance des plaques d'immatriculation pour véhicules. Le président de la République a commencé par rappeler que la plaque d'immatriculation constitue un élément fondamental d'identification des véhicules, indispensable à l'organisation de la circulation routière, à la sécurité publique, à la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la mobilisation des recettes de l'État ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il a relevé avec une vive préoccupation que des informations concordantes portées à sa connaissance font état depuis une longue période d'une rupture, voire d'une rareté persistante des plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a conduit de nombreuses personnes propriétaires de véhicules récemment importés à circuler sans plaque réglementaire ou à se munir abusivement des plaques dites temporaires émanant de certains services publics, principalement dans les buts d'échapper au contrôle des polices des circulations routières. Cet état de fait révèle une défaillance manifeste du service légalement habilité à assurer la délivrance des plaques d'immatriculation. Il engendre de conséquences graves et inacceptables, notamment l'atteinte à l'autorité de l'État et au respect de l'ordre public, la multiplication des fraudes et des usagers irréguliers des plaques non conformes, la difficulté d'identification des véhicules impliqués dans des infractions, des accidents ou des actes criminels, des pertes significatives des recettes pour le trésor public, une insécurité accrue sur les routes et une dégradation de la gouvernance administrative dans les secteurs de transport. Face à cette situation, le président de la République a instruit formellement le ministre des Finances, en étroite collaboration avec l'ensemble des ministères et services publics concernés, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme définitif à la rupture des plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du territoire national. Il les a invités en outre à réfléchir et à proposer un mécanisme adéquat et sécurisé visant à intégrer la délivrance des plaques d'immatriculation dans le processus des dédouanements des véhicules, de sorte que tout véhicule importé soit directement immatriculé dès son premier poste d'entrée sur le territoire national. Ces mécanismes devront garantir la traçabilité, la transparence et la sécurisation complète du circuit des délivrances des plaques en vue de prévenir toute fraude ou manipulation. Un rapport détaillé, assorti de propositions concrètes, d'un calendrier de mise en œuvre et des responsabilités clairement établies, est attendu à ces sujets au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2026. Alors, vous l'avez dit, la RDC a conservé l'essentiel, mais à la grande surprise de plus d'un Congolais, Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, le président de la CENCO, a dit haut et fort que dans ces accords signés, Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, a bradé les minéraux pour plus de 90 ans. Bon, c'est un point de vue. Hein. J'ai beaucoup de respect pour l'Église. Je n'aime pas voir des positions qui vont à l'encontre, surtout des clergés, des hommes de l'Église, parce que moi-même, je suis un produit de l'Église. Je n'aime pas avoir... mais du moins,
le problème du Congo est tellement complexe, il faut le voir dans sa globalité. Okay. Le Congo n'a jamais été seul, prendre des décisions seul comme tous les autres pays. La question du Congo, c'est une question internationale. Déjà dans la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, déjà en 1885, on retrouve, c'était l'unique État d'Afrique représenté dans cette, l'unique État représenté dans cette conférence, mais sans représentant. On a écrit seulement État indépendant du Congo. L'indépendance dont il était question, ce n'est pas l'indépendance de la souveraineté, ce n'est pas l'indépendance que tu es maître de ton territoire, mais c'est l'indépendance dans le sens qu'un État libre pour tout le monde. Vous comprenez? Tout part de là déjà. Donc, ce qui fait qu'à l'issue de cette conférence, on confie la gestion à un État qui était faible de tout ce qui était la Belgique. Parce qu'on s'est dit, le plus faible ici, si on le confie, il y aura moins de problèmes pour gérer. Parce qu'ils ont refusé de donner au plus fort, parce que le plus fort pouvait gérer la suite. Donc, c'est comme ça l'histoire déjà du Congo. Quand on comprend l'histoire du Congo dans ces contextes-là, on va se rendre compte que certaines positions vont être différentes. Tu ne peux pas gérer le Congo d'une manière isolée pour dire que c'est pour moi seul. Tu ne sauras pas. On va te faire c'est ça partie. le problème de la RDC. C'est ça le problème de la RDC. C'est comme ça. Donc c'est la plus belle femme. C'est la plus belle femme. Il y a plusieurs C'est partenaires. comme ça. Lumumba, le premier ministre Lumumba, qui n'avait pas compris les différents enjeux, on a placé Mobutu. Il y a eu la période de dictature dans la période de trucs. Mais après ça, on a commencé à créer ce qu'on appelle les États pions. Le Rwanda, c'est un État pion. C'est-à-dire, c'est une main prolongée des forces qui sont derrière pour garder justement l'emprise sur le pays. Parce qu'il y a eu quelqu'un, Kabila le père, qui est venu avec un autre esprit sortir de ces contextes-là. Donc, aujourd'hui, la stabilité du Congo, la paix du Congo dépend de la compréhension globale de la réalité stratégique, de la réalité géopolitique du Congo. Si on n'intègre pas tous ces éléments, ça ne sert à rien. Donc, moi je pense, le Congo aujourd'hui, avec l'accord de Doha, l'implication des États-Unis, l'investissement qui va être fait, est positif, mais il nous revient de réfléchir de quelle manière nous devons tout capitaliser à notre faveur. Alors aujourd'hui, les révélations de Sylvain Ekenge des Forces armées de la République démocratique du Congo, qui a dit haut et fort que les officiers qui sont arrêtés dernièrement ont été manipulés par le Rwanda. La question que plusieurs Congolais se posent, pourquoi le Rwanda arrive-t-il toujours à s'imposer, à manipuler, à atteindre ses objectifs? Qu'est-ce qui manque à la RDC? Bon, je pense que c'est comme tu as un père, tu as un enfant. L'enfant, en grandissant chez toi, où tu fais grandir un enfant, hein, chez toi, cet enfant grandit avec un cœur, disons qu'un jour, il faut que je tue mon père. Un jour, il faut que je le fasse du mal. Mon père adoptif, un jour, il faut que je le fasse du mal. Mais l'enfant, là, va peut-être avoir 15 ans, 20 ans, il est en train de nourrir une pensée, ce qu'on appelle la planification, l'organisation, la structuration de ses pensées, pour qu'un jour, il atteigne son objectif. Pendant qu'il sera en face d'un père, qui a plutôt de l'amour vis-à-vis de l'enfant, il ne réfléchit pas que cet enfant pourra lui faire de mal. Tu vois un peu l'image, c'est un peu ce qui s'est passé. Le Rwanda a pris du temps dans la réflexion d'un plan machiavélique, diabolique contre le Congo. Pendant que le Congo voyait un voisin qui peut soutenir la CPGL, tout ça, développé, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque belge, on avait déclaré le Rwandais comme un peuple inapte. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il considère un peuple faible qui doit encadrer, il doit soutenir. Quand il y a des initiatives, on les intègre pour qu'ils se développent, fassent du bien. Pendant qu'ils nourrissaient une autre ambition. Donc, quand ils ont matérialisé, ils nous ont trouvés dans une situation où on n'avait aucune planification. Alors, ça devra maintenant nous réveiller. En faisant quoi? Justement, il faut faire cette planification pour que nous soyons dans l'anticipation. Il ne faut pas qu'on subisse. Oui, hein, sur la réalité que la RDC subit. Nous soyons dans l'anticipation. Alors,
il y a une procédure à faire pour renverser les choses. Quand vous subissez, il y a une procédure à faire pour renverser les choses. Mais si je livre la procédure ici, l'information va arriver aux autres. Je ne peux pas le dire. Mais une procédure à faire, de manière à ce que, quand vous posez cet acte-là, ça vous donne le temps à poser un deuxième et les autres vont commencer à subir. Parce qu'à ce moment-là, vous gardez le train, eux vont commencer à suivre parce qu'ils feront dans la défensive. Il ne faut pas qu'on soit dans la défensive, qu'on soit dans l'offensive. On doit poser le premier acte. Donc, il y a toute une conception des choses à faire. C'est ce que moi j'appelle les plans D501. C'est un plan. Les plans D501, c'est votre plan. C'est un plan. Votre plan secret. Un plan secret. Pour renverser. Mais si vous aimez ce pays, pourquoi vous ne voulez pas mettre ce plan à la disposition? Mais justement, c'est un cadre de discussion où il faudra que je démontre. Il faudra que est-ce que vous avez déjà envisagé cela? Vous avez déjà commencé? Les plans existent. Je n'ai même pas voulu trop écrire parce que je dois le dire. Est-ce que vous voulez dire que ce plan est une réponse à ce problème sécuritaire? Oui. La réponse sécuritaire pour la question de l'Est, il y a 3 étapes. Il y a court, moyen et long terme. À court terme, c'est l'application, justement, je parle de plan D501 à court terme. À moyen terme, c'est l'organisation. À moyen terme et long terme, c'est l'organisation et le développement. Donc, si nous nous organisons, nous développons cette zone-là, c'est fini. Il n'y aura plus de... Parce que tous ces jeunes gens qui s'enrôlent dans l'armée, ce sont des personnes qui... désespérés, ils n'ont rien, on leur offre aucune opportunité. Ils se disent que bon, je vais quand même être là et puis voilà, parce que peut-être sont des révoltés, peut-être sont des problèmes de blessures. Il a vu tuer son père, il a vu comment on a tué son père, sa mère, sa soeur, tout ça. C'est un cycle qu'il faut carrément arrêter par l'organisation et le développement. Quand je parle de la question de l'organisation, c'est un effort qui devra être fait côté éducationnel, côté sanitaire, côté autre, vraiment un investissement sérieux. Mais le plan à court terme, c'est le D501. Ça, c'est un plan sécuritaire, militaire, concret qu'il faut appliquer pour arrêter cette guerre. Vous allez donner ce plan à qui? Parce que le Congo en a besoin pour le moment. On veut arrêter cette hémorragie. Rester silencieux, c'est-à-dire que vous voulez voir les centres congolais continuer à couler. Non, je reste pas. Je ne peux pas le dire également. Non, pas ici, me dire que vous allez... Non, le cadre, bon, il y a peut-être au niveau de la défense, au niveau de ceci, voilà. Il y a de tout ça qu'il faut peut-être pas. Mais en vous entendant parler, c'est comme si vous n'avez pas encore entrepris des démarches. Ça vous n'avez pas encore commencé. Ça va venir. Alors, votre silence fait de vous votre complice. Dieu nous fait grâce, on entre en 2026. On entre en 2026. 2026 nous réserve beaucoup de bonnes choses. Alors, 2026 nous réserve beaucoup de choses. Il y a le gouvernement qui a réagi face aux propos de Fulgence Moutéba pour dire que ce n'était pas vrai. 2026 nous réserve beaucoup de surprises. Alors, c'est bien déjà la fin de l'année. Perspective pour cette année nouvelle? Non, en tout cas, 2026, d'abord, je rends gloire à Dieu de la manière dont l'année se termine. Il y a... Le Congo, c'est au moment où tout le monde ne croit pas en lui, c'est à ces moments-là qu'il montre qu'il est le Congo. C'est un pays particulier. J'aime beaucoup le Congo, la RDC. C'est un pays, quand tu es Congolais, tu dois avoir la fierté. Des pères et des mères. Bon, ça c'est un autre débat. Il faut avoir la fierté d'appartenir à cette grande nation, le Congo. Donc c'est un message d'espoir en fait, un message, et faire comprendre à tout le monde que notre identité en tant que peuple, en tant que nation, nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Notre identité est celle de la grandeur et non de la médiocrité. Et comme tel, nous devons savoir que quelle que soit la médiocrité qui veut nous tirer vers le bas, nous devons toujours rester attachés à notre identité de la grandeur. Parce que c'est cette identité qui est une marque pour nous. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a établis au cœur de l'Afrique. C'est pour que nous ayons de l'influence, c'est pour que nous puissions exercer un leadership. Et c'est le leadership-là, on doit le matérialiser. Et on le matérialisera toujours. Et demain, le monde tout entier saura que la RDC demeure le pays appartenant au number one. Alors, c'est complètement fini pour cette émission Info 7 de ce dimanche. Fiou Dodoboni, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche.
Un mot à dire, c'est que les Congos égaux, la grandeur du Congo exige à ses acteurs politiques, la population, de la grandeur et de la hauteur. Pour l'intérêt du Congo, prenons de la hauteur. Oublions nos égos, ou oublions nos moi, voyons l'intérêt du Congo et bâtissons le véritable Congo de nos enfants pour l'intérêt de notre peuple et de nos enfants. Que Dieu bénisse cette nation. Amen. Merci bien d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans Info 7. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité de ce jour est président du parti politique Orange et président de l'Ordre national des architectes du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis et vous avez certainement aimé cette émission. N'oubliez pas bien sûr de nous écrire par de voix habituelles. C'est bien la fin de l'année. Meilleurs vœux à vous tous et merci de votre fidélité à Congo Web Télévision. Je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7 votre émission. Info 7 notre émission. Merci de nous faire confiance et merci de rester fidèle sur la chaîne Haute Définition.